On va trouver un petit titre rigolo, c'est Lost in Transcription. Et moi je l'appelle Whisper Roulette, c'est la roulette russe mais de Whisper. Vous allez voir, on va parler un petit peu des pitfalls, enfin des problèmes qu'on peut avoir avec Whisper. Notamment, est-ce que les gens connaissent Whisper ici? Qui ne connaît pas Whisper? On va le faire dans le sens. Ok, donc Whisper c'est un modèle open source de reconnaissance vocale qui a été développé par OpenAI il y a déjà 2 ans et demi à peu près, qui est un modèle génératif de reconnaissance vocale. Et donc ce qu'on va voir aujourd'hui, on va discuter un petit peu de comment fonctionne la reconnaissance vocale traditionnelle, qui est plutôt orientée machine learning. On va parler de la reconnaissance vocale nouvelle génération, donc à travers du Gen AI, donc de l'IA générative. On va bien voir la différence entre les deux. Et ensuite, on va parler des problèmes que entraînent les systèmes de reconnaissance vocale d'IA générative. On va expliquer pourquoi avec la mécanique à l'intérieur. Et aussi, on discutera de comment on les corrige. Voilà. Qui je suis? Je suis Jean-Louis Guiner, ça veut dire cuisinier en breton, donc je sais qu'on n'est pas en Bretagne. Normalement, là, tout le monde de deux. Ah, voilà, c'est bon, j'ai provoqué la réaction. Je suis rennais, je suis obligé. Parce que si vous étiez en Bretagne, on ne serait plus les maîtres du monde. Donc, je suis le patron, le CEO de Gladia, qui est une compagnie qui est spécialisée dans la reconnaissance vocale. On est né en février 2022. Avant ça, j'étais chez OVH Cloud, donc un gros fournisseur de cloud européen. Je m'occupais de tout ce qui était data, big data, machine learning, IA et tout ça, et calcul quantique aussi. Et avant, j'ai fait Auchan et j'ai investi dans pas mal de boîtes en France. Je continue d'investir un petit peu, mais j'ai un peu moins de temps qu'avant. Et j'ai bossé sur des gros projets avec les équipes, des grosses maintenances prédictives de serveurs, 1 million de serveurs par exemple chez OVH, toutes les parties anti-fraude, tout ce qui est real-time bidding, comme ce qu'on appelle ça, du bidding. Faut m'aider. Real-time bidding, c'est tout ce qui est pub en ligne avec les enchères en ligne sur les pubs. Pardon, merci beaucoup. Ça, c'était plutôt au Canada. Je fais pas mal de NLP, de choses comme ça. Et du big data et du quantique. Voilà. Et j'adore parler de hardware. Voilà, c'est une de mes passions, le hardware. Aujourd'hui, notre plateforme, elle a plus de 120 000... Oups là, merde. Ah je suis désolé. Excusez-moi. J'avais pas prévu ça. Je connais pas l'environnement. On va revenir. On a plus de 100... j'espère que ça va marcher. Yes. On va voir. On a plus de 120 000 développeurs sur la plateforme à travers le monde. Tu vas m'aider si ça marche pas. Hein. J'ai tout cassé. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc je vais finir. Bon, on a 120 000 développeurs à travers le monde. Je ne sais pas ce que c'est que ça. Ok. On est basé en France, beaucoup à Paris, sur les parties commerciales et marketing et tout ça. Et pas mal les développeurs sont beaucoup en remote, parce qu'on prend les gens là où ils sont. Voilà, c'est un peu comme partout. Qu'est-ce que j'ai marqué encore dessus? Notre plateforme est spécialisée donc la reconnaissance vocale, principalement les systèmes de call center, les systèmes de meeting recording. Voilà, je vais y arriver. Et comment est-ce que je fais pour me remettre en plein écran? Aucune idée. Hop, ça devrait marcher là. Parfait. Tac, je vais revenir en arrière, ça va aller. Voilà, ok. Ce qu'on appelle en reconnaissance vocale, on parle de word error rate, donc le taux d'erreur que vous faites. Donc en gros, sur 100 mots, combien de mots vous allez avoir faux. Donc on parlera aussi de cette métrique-là qui n'est pas toujours la meilleure. Et c'est comme ça qu'on juge un système de reconnaissance vocale, à quel point vous vous trompez. Les performances, elles étaient catastrophiques avant qu'on arrive sur le marché. Pour vous donner une idée, Amazon, Google, donc AWS, Google, Microsoft, pour faire 1 heure d'audio, ça leur prenait entre 20 et 45 minutes. Et nous, quand on est arrivé, on l'a fait en 10 secondes. Donc on a utilisé des méthodes un peu particulières, mais c'était assez chouette. Maintenant, on met plutôt 1 minute, parce qu'on a ralenti un peu le temps de processing pour être plus qualitatif. Mais on avait pas mal percé le marché à l'époque. Maintenant, il y a des gens qui nous ont rattrapés, qui ont copié des idées qu'on avait eues, mais c'était assez chouette. Et sur le pricing, voilà, on est moins cher, parce qu'à l'époque, c'était fou, quoi. C'était $1,50, $2 de l'heure, enfin, c'était beaucoup trop cher, donc on a pas mal descendu les prix. Comme on calculait plus vite, on consomme moins de hardware, et comme on consomme moins de hardware, on peut vendre moins cher. Voilà, on a pas mal de clients que vous voyez en bas, mais voilà. Et donc on a lancé l'année dernière, il y a 13 mois, on a lancé Whisper 0, qui était en fait, on s'est basé sur Whisper, sur l'architecture de Whisper, on en parlera après, sauf que nous on a été capable de gérer 0 hallucination.
Donc enlever des hallucinations. Donc on parlait d'alignement et de choses comme ça, c'est le genre de problème sur lequel on bosse. Avoir des modèles par exemple sur la reconnaissance de langue, de ce qu'on appelle le language ID, donc la détection de la langue, on fait 99,4% de précision. On se trompe 0,4% du temps, ce qui est très très faible, même quand on a des accents pourris comme le mien en anglais. On veut dire on a un bon spécimen pour tester le produit, c'est moi, mais voilà, c'est une des raisons pour lesquelles on a fait cette boîte-là. Et l'autre chose aussi qu'on a été capable de craquer, c'est quelque chose qui s'appelle le code switching, c'est le changement de langue à la volée. Et donc ça fait partie de la Gen AI au niveau européen. Qu'est-ce qu'on a apporté? Quelque chose que ne peuvent pas comprendre les Américains, c'est que tu parles du barbecue que tu as fait avec les voisins le dimanche, avec ton collègue au moment du meeting lundi matin, le temps que le client arrive, tu passes en anglais. Eh ben, il n'y avait aucun système qui faisait ça avant. Et ça, nous, on le sait en Europe parce qu'on n'est pas natif en English, enfin speakers, mais quand ils sont aux États-Unis, eux, ça leur vient même pas à l'idée qu'on puisse changer de langue pendant un meeting. Évidemment, tout le monde fait les meetings en anglais. Donc, il y a beaucoup de spécificités européennes que nous, on a, qu'on peut, désolé, je vais utiliser des mots anglais, qu'on peut leverager, qu'on peut améliorer, qu'on peut avoir parce que culturellement on est différent, on a des spécificités, notamment le fait d'avoir plusieurs réglementations, d'être extrêmement parsemé comme réglementation, comme langue, comme accent, comme culture, et donc ça peut faire notre force en IA génératif. Voilà, et on a résolu beaucoup de problèmes sur Whisper. Et récemment, on a lancé, on avait déjà une offre temps réel, mais on a lancé une nouvelle offre temps réel où on descend à 300 millisecondes de latence en multilingue, donc c'est très faible. Notre but, c'est de fournir le même niveau de accuracy, de précision, pardon, que le temps réel. Je suis désolé, je vais faire du franglish. Voilà. Donc c'est très difficile le temps réel et vous allez comprendre pourquoi le temps réel est beaucoup plus compliqué que le batch à travers la présentation parce que c'est juste mathématiquement par rapport à ce qui se passe derrière. Ok, bon, je suis un ingénieur de formation, voilà, la présentation va être en diagramme comme ça, j'en suis désolé. On va parler des systèmes traditionnels de reconnaissance vocale. Comment ça marche? En fait, c'est relativement simple. Ça paraît compliqué, mais c'est très simple, vous allez voir. Je peux me déplacer un peu par là, même si c'est pas grave? Ok. Vous allez avoir un audio qui va rentrer. Vous connaissez l'audio? C'est très facile. C'est quoi? C'est une petite vague. On est d'accord? Je vais vous poser une question très simple. Est-ce que certains d'entre vous savent ce que c'est qu'une décomposition de Fourier? Ouais, à peu près. Ok, donc les autres ne savent pas, donc je vais l'expliquer super simplement. Un violon, quand vous jouez un La, c'est quelle fréquence? 440. Quand vous jouez du piano, c'est quoi la fréquence? 440. Qu'est-ce qui fait qu'un violon sonne comme un violon et qu'un piano sonne comme un piano alors que c'est la même fréquence? Est-ce que vous avez la réponse pour ça? Comment? Les harmoniques. Exactement. Le timbre, en fait, c'est les harmoniques. C'est comment le son va être composé de plusieurs fréquences qui sont basées sur la fondamentale. Quand on dit 440, c'est la fréquence fondamentale. Et il va y avoir plusieurs harmoniques. Le bois va vibrer, les cordes vont vibrer, l'environnement va vibrer autour, avec la fondamentale qui est 440, mais vous allez avoir une composition de plusieurs autres fréquences. On est d'accord à peu près là-dessus? Cette composition de plusieurs fréquences, en fait, on pourrait très bien prendre le signal et le changer. Au lieu de regarder le signal comme ça, 440, on pourrait regarder dans tout ce que j'entends, combien de proportions dans ce signal-là est sur 440 Hz, 880, et regarder chacune des harmoniques ou chacune des fréquences qui composent le signal qui est rentré. Est-ce que c'est clair là-dessus? Et donc, yes, on verra 440, on fera une grosse barre, que ce soit pour le violon ou pour le piano, mais tout ce qui va au-dessus, toutes les autres fréquences auront des répartitions différentes. C'est ça qu'un piano sonne comme un piano, et un violon sonne comme un violon, malgré le fait qu'elles ont une fondamentale à 440. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ça, c'est le principe de la décomposition de Fourier. Il y a quelque chose de plus qui se passe dans votre oreille, c'est que votre oreille elle va atténuer les sons qui ne servent à rien, comme les très basses fréquences ou les très hautes fréquences, on va avoir tendance à ne pas les entendre, les ultrasons. Donc vous allez appliquer dans votre oreille ce qu'on appelle un logarithme. Vous allez mettre en avant certaines fréquences et il y en a d'autres que vous avez tendance à oublier. C'est clair pour là? D'accord? Tous les fonctions de reconnaissance vocale, y compris de votre propre cerveau, fonctionnent de cette manière. Vous avez l'audio, et ensuite vous allez passer sur des feature extraction, vous allez prendre une photo de l'audio qui passe, vous allez appliquer la décomposition de Fourier, vous allez appliquer un logarithme, vous allez prendre ce qui ressort de votre audio, et vous allez en prendre une photo. Vous allez prendre des petites fenêtres de 20 millisecondes,
et vous prenez une petite photo, une petite photo, une petite photo, et vous allez essayer de découvrir qu'est-ce qui se passait dans cette photo. Est-ce que c'était un fe, un me, un peu, un te, comme quand on était petit? C'est clair pour tout le monde? Les anciens systèmes, c'est ce qu'on appelle les MFCC, okay, ça s'appelle un MEL spectrogramme. Ce que je viens de vous décrire, c'est un MEL spectrogramme, jusqu'à les petites photos. Et ensuite, ce qu'on allait faire, c'est qu'on allait regarder les me, fe, pe, te, toutes ces classifications, à travers des dictionnaires. On allait chercher dans des modèles acoustiques des correspondances de dictionnaires. On arrive par ici. Donc me, pe, te, ça fait quoi? Ça ne veut rien dire, mais me, o, a, c'est moi, par exemple. Donc je vais combiner plusieurs bouts de petites images et je vais obtenir globalement des recherches dans des dictionnaires. C'est ça qu'on est en train de décrire. L'audio, les compositions de Fourier, la classification de la petite image et la recherche dans un dictionnaire. Ok? C'est à peu près clair pour tout le monde? On va aller un petit peu plus en détail. C'est pas très compliqué, je vous promets. Donc je disais, l'audio, des sons, on construit un mot. Ça va pour tout le monde? Normal. Par exemple, le mot chat, cat. On va entendre le mot que, on va entendre le mot a, et enfin on va entendre le son a et ensuite le son t. Ça va faire K-A-T, ça peut faire cat. Ok, très bien. Mais on ne parle pas tous à la même vitesse. C'est ce qu'on appelle la prosodie. C'est la manière avec laquelle vous parlez. Et même pour une personne, vous n'avez pas toujours la même prosodie. Je parle différemment maintenant que comme je parle dans un meeting ou quand je parle à la télé ou quand je parle par exemple en appelant ma femme. Surtout quand j'appelle ma femme. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si je prends le mot hello par exemple, je vais entendre hey, le o. Ok? Parfois je vais faire hello, je peux être plus ou moins long. Le système, ce qu'il va faire, ça s'appelle une chaîne de Markov, hidden Markov chain. On va dire après un H, après le H, il y a peut-être un E, un L et un O, avec une certaine probabilité. Mais mon de hello, il peut durer plus ou moins longtemps. Et donc je vais dire, quand j'entends ce son-là, du H, il y a 70% de probabilité que j'ai un E après, que j'entende le son E, mais il y a aussi 30% de probabilité que le son, le E que je suis en train de faire, il est en train de continuer. Il y a 30% de chances que mon son ne soit pas terminé et qu'il continue. C'est clair ou pas? C'est pour ça qu'on appelle ça des chaînes de hidden chain Markov chain. Hidden parce que ça, il est caché, mais ça, c'est ce que je vois. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Pareil, le L, la probabilité que j'ai un L après le E, elle est de 80%. Parce que maintenir un E, c'est moins probable que de maintenir un H, par exemple. Okay? Donc ça, c'est des probabilités que vous apprenez avec du machine learning. Vous voyez beaucoup de choses et vous apprenez ces choses-là. Donc quelqu'un qui parle vite, HE, il y a 70% qui passe direct. Quelqu'un qui parle lentement, le H va se répéter plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il passe à E. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est comme ça que fonctionnent les systèmes traditionnels. Donc là, vous comprenez que c'est un peu le bazar. C'est pas hyper précis. La probabilité que je me plante deux mots, elle est extrêmement importante. Et donc c'est pour ça que les systèmes de reconnaissance vocale ne sont pas très fiables. Et quand vous regardez Siri, par exemple, ça tourne sur ce type de système. Et effectivement, c'est pas top. Donc on a eu des améliorations. Ça, c'est l'ancienne génération que les cheveux gris connaissent, ou ceux qui n'ont plus de cheveux. Ça, c'est l'ancienne génération. Ça, c'était la génération des 10 dernières années, où au lieu d'utiliser ce qu'on appelle des Gaussian mixtures, on a commencé à utiliser les réseaux de neurones. Donc la petite fenêtre qu'on avait, on a commencé à classifier en disant cette petite fenêtre de son, c'est un E, un H, un E, un L, un O. Ça a été plus précis grâce aux réseaux de neurones, mais c'est toujours le même bazar. Il y a toujours cette espèce de word state là qui nous casse les pieds. Donc je vais passer ça. Et on va aller ici, ça c'est du machine learning pur. Qui est-ce qui connaît bien le machine learning ici? Ok. Vous connaissez les méthodes d'ensemble? Qu'est-ce que c'est qu'une méthode d'ensemble? C'est super simple, on utilise beaucoup ça en machine learning. Tout modèle ou tout système, il a des biais et il a toujours des problèmes. Quoi qu'il arrive, vous allez utiliser un modèle de machine learning ou d'IA, vous allez dire « Ah bah celui-là, il est bon là-dessus ». Par exemple, on a vu Sora et l'autre, c'était quoi? VO, c'est ça? Sora et VO. Il y en a un, par exemple, qui va être très bon pour la représentation des humains et l'autre va être très bon pour la représentation des animaux. On a tous un domaine où on est meilleur que l'autre, comme vous dans la vraie vie. Tout le sujet, en fait, du machine learning, c'est d'être le plus précis possible. Et oui, il y a des modèles qui sont meilleurs que d'autres, mais à la fin, le meilleur des modèles, c'est la combinaison de tous les modèles. Okay? Vous voyez ce que c'est qu'une courbe de Gauss? Tout le monde voit une courbe de Gauss? Elle va être centrée à un endroit et avoir un taux d'erreur autour de son... Vous voyez, une courbe de Gauss, hop, vous avez la montagne, elle est centrée ici. Ça, c'est votre modèle, où est-ce qu'il est performant, et c'est toutes les erreurs autour. Vous avez un autre modèle qui a aussi ses performances, mais dans un autre domaine d'optimisation. Donc sa courbe, elle va être à un autre endroit. Et tout votre jeu, ça va être de les empiler
pour qu'à la fin, quand j'empile tout, ma courbe elle soit extrêmement pointue en haut, la plus compactée possible au centre, pour faire le moins d'erreurs sur les côtés et être la plus puissante dans le domaine le plus adéquat. C'est à peu près clair? Donc on va essayer de réduire, de compresser tout ça. Ce qu'on appelle les méthodes d'ensemble. Oui. Ça veut dire que tu appelles plusieurs modèles? Exactement. Tu appelles plusieurs modèles qui ont chacun leur niveau d'expertise. Un modèle de machine learning, tu sais, à partir de 2 if, c'est un modèle de machine learning. Donc je dis ça pour rigoler. C'est pas, je vois les puristes derrière, ils vont me taper dessus, mais c'est à peu près ça. Ok, je simplifie. Donc tu décides lequel appeler au bout d'un moment, ou c'est ce tu as aussi appris d'autres modèles de machine learning qui ça dépend. Tu as des modèles qui vont appeler d'autres modèles, ou tu as des modèles que tu vas combiner. Puis après, tu peux combiner des modèles qui appellent d'autres modèles et des modèles qui n'appellent pas d'autres modèles et les combiner. En fait, tu peux faire à peu près ce que tu veux. Mais dans le cas de la reconnaissance vocale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler plusieurs choses, comme dans votre cerveau. Dans votre cerveau, il y a des mots qui font du sens dans le dictionnaire, il y a des mots qui ne sont pas fréquents, que vous n'entendez jamais. Donc en fait, vous avez des mots qui ressemblent aux mots que je vais dire, mais qui sont beaucoup plus fréquents, donc vous allez confondre. Et vous allez le choisir en priorité. Donc la fréquence du mot dans votre dictionnaire de la langue française, il joue. D'accord? Donc des noms de médicaments, par exemple, ils vont plutôt pas être fréquents. Et pourtant, ils pourraient ressembler à des mots de la vie quotidienne. C'est pour ça qu'on fait des modèles spécialisés dans la reconnaissance vocale sur le médical. On va essayer de faire remonter des scores qui étaient très faibles sur des noms de médicaments, on va les faire remonter en haut. Okay, donc ça, c'est le dictionnaire en tant que tel. Parce que dans ta tête, c'est ce qui se passe. Tu as vu tellement de mots dans la langue française que tu connais la probabilité d'un mot. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la combinaison, par exemple, des sons qui se combinent entre eux. Parfois, tu vas avoir des mots composés et tu vas penser que c'est L apostrophe A et en fait, c'était LA avec un espace. Donc, on va essayer de composer avec ce qu'on appelle des triphones, des petits bouts de trois séquences de sons. On va faire glisser ces fenêtres-là et essayer de trouver les correspondances. Et pareil sur la grammaire. Où est-ce que se situe le mot dans la phrase? Ça ne fait pas de sens d'avoir deux sitting cat alors que tu veux deux is cat sitting, ça n'a aucun sens. On est d'accord? La phrase est complètement dans le désordre. Donc vous voyez bien que les mots dans la vraie vie, ils ont tous un ordre. Donc parfois on sait qu'il y a une probabilité que ce mot-là, il puisse être à cet endroit-là dans la grammaire, et ça n'a aucun sens qu'il soit au début de la phrase. Donc ça va exclure des candidats dans le dictionnaire. Comme vous le faites dans vos cerveaux, vous vous dites ce mot-là, oui ça y ressemble, mais ça n'a aucun sens dans la phrase. Ça vient jamais après un verbe. On est d'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ce qui se passe dans votre apprentissage de la langue. Donc là, ils ont fait la même chose. Ils ont combiné la grammaire, la position du mot, ils ont combiné la probabilité que ce mot soit là, et aussi la combinaison des sons qui correspondraient à ces mots-là. Et quand tu combines tout ça avec une certaine force, tu obtiens un score. Et donc tes mots vont avoir un score. Et tu vas choisir le meilleur score de toutes ces méthodes combinées. Est-ce que c'est à peu près clair? Donc on a vu... Si j'avais choisi juste les sons, j'aurais trouvé ça. Si j'avais juste choisi la grammaire, j'aurais trouvé ça. Si j'avais choisi le ranking des mots dans le dictionnaire, j'aurais trouvé ça. Si je combine les trois, j'ai quelque chose de plus précis. Et ça, c'est ce qu'on va chercher à faire globalement en IA, en machine learning. Et on va en parler parce que c'est très important, notamment pour, on va parler après, la gestion des hallucinations. Donc voilà, le cat is sitting, de cat sits, etc. Bon, ça j'ai déjà expliqué, on ne va pas rentrer là-dedans. C'est une méthode qu'on appelle HCLG, mais on ne va pas rentrer dedans. Donc là, c'est ce que je vous expliquais. On va parler des IA génératives maintenant, et de l'audio génératif. Je vous ai montré la première méthode, je vais vous montrer la nouvelle méthode, et ce qui a changé. Toujours, vous avez votre je vais y arriver, votre waveform, voilà, bon, désolé, je vais le dire comme ça. Vous avez votre spectrogramme et votre mail spectrogramme, ce que je vous expliquais. Vous avez votre bande de son, vous avez l'image fréquentielle, la décomposition fréquentielle de ça, et ensuite vous avez l'application du logarithme. Et vous voyez bien qu'entre les deux, on a eu beaucoup de filtres, et on voit des choses ressortir. Ça va nous permettre de prendre des petites photos, ici, et les petites photos vont nous donner des petites images qu'on va transformer sous forme de maths. On va en parler tout de suite. On en parle juste à gauche, je suis bête, désolé, tu vas tourner la caméra tout le temps avec moi. L'audio, on l'a transformé comme je vous ai montré. L'audio, on l'a transformé en petits morceaux comme ça. Donc c'est des morceaux de 20 millisecondes. Ensuite, on va l'encoder. Donc l'encoder, ça veut dire quoi? Je vais vous l'expliquer très rapidement. C'est qu'on va apprendre à un système à aller dans un autre domaine, à l'encoder dans un autre domaine, un domaine mathématique. Donc on est dans le domaine de, je vais simplifier, de l'image, on va le transformer dans un domaine mathématique pour qu'il puisse permettre de représenter le monde de la façon la plus simple. La manière dont j'ai réussi à l'expliquer le mieux jusqu'à maintenant, et je ne dis pas que c'est la meilleure, c'est que vous vous imaginez que vous avez une salle comme ça, et vous allez donner
des paquets à trier à quelqu'un, à un algorithme, et vous lui dites, tu vas me trier tous ces paquets, a priori tu ne sais pas combien de paquets, tu connais pas comment les trier, je vais te les donner, tu vas les placer dans la salle. La salle, ça s'appelle un espace vectoriel. Donc la personne, elle va arriver, elle va commencer à trier les paquets, puis j'en amène d'autres, et au bout d'un moment, tu dis, maintenant, il faut que tu optimises. Bon, peut-être que j'aurais dû faire comme ça, les déplacer, et ton objectif, c'est d'occuper tout l'espace du sol. Et à partir du moment où tu as occupé tout l'espace du sol, tu sais que tu as bien trié, tu as trouvé une bonne manière de représenter le monde. Okay ? Donc en maths, vous avez un espace qui est énorme, ce qu'on appelle un espace vectoriel, et votre but dans l'encodeur, c'est d'amener le vrai monde et d'étaler le plus possible par terre. Si vous étalez le plus possible par terre les choses, vous serez capable de les retrouver de la meilleure des manières. Je le fais simple. Comment on combine ça avec des LLM? Donc pensez, je viens avec quelque chose d'un domaine du vrai monde, je vais l'étaler dans un endroit et je vais trouver que, tiens, ce type d'objet, ça ressemble à ça, et la manière dont je l'ai pointé, les coordonnées de cet objet-là, c'est toute une ligne de chiffres. Ouais. Encore une notion de proximité, parce que si tu les étales... Bien sûr. J'ai parlé de l'étrier. Il faut que ça ait du sens. Bien sûr. Donc il faut que tu les tries, mais tu ne peux pas les trier dans un coin, parce que si tu les tries dans un coin, tu as gâché tout l'espace. Donc à la fin, tu es fini avec ta loupe. C'est quand même con, tu avais 25 mètres carrés, et tu finis sur 5 cm, et tu dis le monde il a été représenté. J'avais 25 mètres carrés, mais j'ai dans 5 cm, je dois tout regarder le monde. Donc ton but, toi, c'est évidemment de trier, mais d'utiliser tout l'espace. Et donc il y a des espaces qui sont plus ou moins grands. Par exemple, on va représenter l'audio en 192 chiffres. 192 chiffres. Donc 192 chiffres, c'est la coordonnée de l'endroit où tu es. Mais un son qui ressemble beaucoup, ça va être 192 chiffres qui sont sa coordonnée, mais qui peut être juste à côté si vous vous ressemblez beaucoup, en termes de voix, en termes de son. Okay ? C'est ça la question de proximité. Mais par exemple, il y a d'autres espaces dans les LLM qui font plus que 192. Et il y a d'autres endroits qui peuvent faire moins que 192. Donc il y a parfois, on va être obligé de prendre une salle à côté qui est plus grande et on va dire, hop, on va la compacter dans la même taille de salle. Je ne vais pas aller trop loin là-dedans, on en reparlera tout à l'heure. Vous allez voir, c'est super intéressant cette histoire de salle, de proximité, de coordonnées. Imaginez-vous que c'est une espèce de coordonnée géographique de l'objet qui est rentré. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller dans cet espace vectoriel, dans cette salle-là, et on va chercher ce qui se passe autour, les choses les plus proches. Et ensuite, on va passer dans le décodeur. Le décodeur, c'est quoi ? C'est de dire, ah, ça c'est le point que je cherchais, qu'est-ce qui est autour ? Je prends la réponse de ce qui est autour et je sors de la salle et je reviens livrer un carton sous sa forme originale, sous forme de texte, par exemple. Vous allez voir, c'est super intéressant parce qu'on va commencer à rentrer dans les LLM parce que le Whisper et les LLM, c'est la même chose. Mais le spectrogramme, une espèce de classification, je viens ici, je trouve mon point, et ensuite je vais aller dans le décodeur, et le décodeur va me transformer le résultat en texte. On va rentrer un tout petit peu là-dedans, parce que le LLM, qu'est-ce qu'il fait ? Il vient avec un prompt que vous lui avez donné tout à l'heure. Le prompt, c'est une suite de mots. La suite de mots vient dans une coordonnée dans une salle, il regarde ce qui se passe autour, il sort de la pièce et il vous donne du texte. L'audio que je viens de vous présenter, la méthode audio et la méthode de LLM, c'est la même. Donc finalement, Whisper est exactement le même type de modèle que les LLM. Je vous ai mis des LLM ici, et je vous ai mis Whisper ici. Donc vous voyez que ça n'a rien à voir avec la première explication que je vous ai faite, avec quoi, des dictionnaires, avec de la grammaire, avec des sons, de phonèmes, etc. On s'en fiche de ça. On va laisser le système apprendre, de même que les LLM, ils ont appris par eux-mêmes en voyant le monde. J'avais les textes, je les ai encodés, je les ai décodés, j'ai les textes de prédiction mot par mot. C'est pour ça que quand vous voyez ChatGPT qui vous stream, ce qu'on appelle streamer les mots, vous voyez les tokens apparaître, donc les mots apparaître un par un. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une boucle ici qui vous génère des mots. Et quand tu fais la reconnaissance vocale avec Whisper, tu as l'audio qui est arrivé dans cet espace vectoriel, il trouve les mots un par un et il les génère un par un. Donc c'est exactement la même chose. Voilà, ça c'est un LLM, Hello World. Ça c'est à quoi ressemble Whisper. Il a généré un token spécial qui s'appelle début de transcription. Il a trouvé que c'était de l'anglais, il a dit Hello World. Mais c'est exactement la même chose. Pas de questions jusqu'à maintenant ? Ok. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est qu'entre des systèmes où vous aviez la grammaire et vous devez décider des mots qui viennent basés sur la grammaire et des systèmes qui comprennent comme les LLM et qui génèrent automatiquement basés sur tout le monde qui l'a compris, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur. C'est que l'audio qui est arrivé, il a un contexte qui vient avec. Il a compris le monde. D'accord ? Alors je ne vais pas dire que c'est de l'AGI et tout, parce que je serais fou de dire ça,
Mais en venant dans la pièce et en lui donnant des coordonnées bien spécifiques, il a vu le monde autour de lui, donc il connaît le contexte. Donc si je viens et qu'il entend des sons qu'il a déjà vus dans cet espace-là, et que cet espace-là autour de lui, cette proximité, donc qui était mentionné avant, c'est du domaine médical, les mots qu'il va trouver autour de lui vont être des domaines du monde médical. Si je prends l'ancienne méthode, qu'est-ce qu'il y a dans la grammaire sujet-verbe-complément? C'était un verbe. Ah je vais regarder dans le dictionnaire les probabilités. Bon, soit tu as de la chance, ton modèle il a été entraîné sur le médical et les probabilités des mots médicaux sont très hauts, soit ça n'a pas été le cas, pas de chance, ce ne sera pas intéressant pour le domaine dans lequel tu traites. Donc on voit bien qu'il y a des systèmes qui sont adaptatifs au contexte et d'autres qui ne le sont pas. C'est à peu près clair pour tout le monde? Ouais, je vous ai pas perdu. Ça va? Ok. Donc Whisper, ça c'est le vrai Whisper, il a une architecture GPT-2. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de choses à faire sur la reconnaissance. Parce qu'on est rendu où là? C'est GPT quoi? 4? Vous avez vu tout ce qu'on a fait comme chemin depuis? Donc là, la reconnaissance vocale elle est hyper fiable, mais là le système il a, je pense, 7 ans. 6-7 ans ce système-là. Donc, quand je vous ai dit ça, normalement, vous vous dites, mais est-ce qu'on ne pourrait pas... il y a des emojis de caca après, on en reviendra. Je vous expliquerai pourquoi j'ai mis ça, parce que c'est les hallucinations. Mais quand on regarde ça, on se dit, mais du coup, si c'est GPT-2, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre GPT-3 ou GPT-4 à cet endroit-là? On est d'accord? On pourrait peut-être mettre un petit bout de Mistral, pourquoi pas? Pourquoi pas mettre un petit bout de Phi de chez Microsoft? Il y a plein de choses qu'on pourrait faire. Et en fait, vous avez complètement raison. Parce que ce que je vous ai expliqué avant, vous aviez l'embedding, donc tout ce qu'on a appelé l'audio qui arrive, qu'on a découpé en petites fréquences, en petites photos, qu'on a amené dans la salle et qu'on a dit autour, cet encodeur-là, on peut le garder, ça se passe très bien, on a bien appris comment on se comportait dans la salle. Et si jamais j'avais une salle voisine qui est à peu près similaire, comme s'il y avait deux plans à peu près similaires dans la maison, mais il y en a une qui est un peu plus grande que l'autre, par exemple un LLM, on va dire Phi, chez Microsoft, il fait 3 milliards. Celui-là, il fait 1,5, si je ne dis pas de bêtises, 1,5 milliard. Bon, la salle d'à côté, elle est 2 fois plus grande. Est-ce que c'est un problème? Imaginez que vous avez un plan. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, c'est pas grave. Cette pièce-là, ce morceau-là, proportionnellement, il sera 2 fois plus lent. On va écarter un peu les points, puis au final, on pourra caler une pièce sur l'autre. On est à peu près d'accord, comme si j'étirais du chewing-gum. Du coup, je pourrais très bien utiliser l'intelligence qu'il y a de l'autre côté, chez, par exemple, Phi 3, dans l'autre espace vectoriel, tout en ayant au début la pièce d'origine pour avoir fait le mapping. Donc je fais un mapping dans une petite pièce et après je l'écarte et je vais aller chercher un modèle plus intéressant derrière pour aller chercher les proximités des vecteurs mathématiques que je cherche. Est-ce qu'on est à peu près d'accord là-dessus? Donc ça s'appelle projeter un espace vectoriel. C'est pas très compliqué, c'est agrandir la pièce pour aller dans un endroit plus gros. Mais cet endroit plus gros, il a été entraîné avec des données plus récentes, il a été entraîné avec des nouvelles méthodes qui sont plus précises. Donc il y a peut-être moyen d'aller chercher plus de précision globalement sur le système. Donc ça, c'est les choses sur lesquelles on bosse. Maintenant, il y a plein de problèmes chez les LLM, comme il y a plein de problèmes dans Whisper. C'est qu'ici, je vous ai mis des petits emojis là. Je suis un gamin. C'est qu'il y a du caca qui peut rentrer. Et le caca, on va en parler. Ça s'appelle des hallucinations. Je vais faire simple, je vais passer ça. Je vais aller directement ici, je vais expliquer ça et je reviendrai après. Comment ça marche? Un système de LLM comme un système Whisper, c'est la même chose. Vous allez comprendre les IA et vous allez comprendre pourquoi le chat GPT, parfois, il part en cacahuète. Vous allez voir, c'est assez marrant. C'est ce qu'on appelle des systèmes autorégressifs. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je me regarde devant ma glace, je regarde ce que j'ai fait, j'apprends ce que je viens de faire, je me retourne, je fais un tour sur moi-même, je regarde devant ma glace, j'apprends ce que je viens de faire, cumulé à toute mon expérience d'avant. Ah, d'accord, intéressant, je refais un tour de moi-même, je re-regarde et je cumule mes expériences et je me regarde tout le temps. Donc si à un moment donné, je commence à faire n'importe quoi, je me mets, je sais pas, un trait sur le visage et je commence à faire un trait qui va un petit peu vers le haut, je reviens et je dis, tant qu'à faire, autant continuer le trait. Oh, tant qu'à faire, autant continuer le trait. Et je finis avec une balafre. Ok? C'est exactement ce qui se passe sur un LLM. Il se met des balafres tout seul à des moments. Qu'est-ce qui se passe? Si à un moment donné, pour une raison qu'on va vous expliquer, je vais vous expliquer après, le token, donc c'est-à-dire le mot qui vient à la suite du mot que je viens d'émettre, que ce soit pour un LLM, par exemple je dis bonjour, comment ça va? Bonjour, comment ça? Le mot suivant ce serait va. Si je me trompe et que je dis pas va, mais je dis pas, par exemple, lui, quand il va se regarder dans le miroir, j'ai commencé à mettre un petit bout de balafre. C'est terminé. Le système il part en cacahuète.
Il va regarder ce qui s'est passé avant, il dit tiens, c'est bizarre, il a mis pas. Bon, tant qu'à faire, la suite de pas, c'est papa. Donc, papa, si on dit papa, papa quoi? Papa gâteau, continue. Puis là, ça va, et on va pas dire ça va, ça papa, gâteau, gâteau, sucre, tant qu'à faire sucre, et puis on continue, et le système, il part en cacahuète. C'est pour ça que parfois, vous voyez des choses, le LLM, il va dire merci bien, merci, il va continuer comme ça. Pourquoi? Parce que les LLM, ils ont appris sur des trucs de la vie réelle, par exemple des conférences. Et les gens, à la fin des conférences, ils vont dire merci, merci à vous, non, merci à vous, merci beaucoup, merci. Qu'est-ce qu'il a appris? Il a appris que quand tu arrives sur le point merci, les choses les plus proches autour, c'est merci. Donc autant dire merci, on est d'accord? Puis tu as d'autres choses aussi, par exemple, tu dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis qu'est-ce qu'il y a? J'ai appris sur YouTube. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, cliquez sur le bouton pour vous abonner à la chaîne. Mais t'as jamais dit ça dans la vie? Mais lui, il a dit autour, il y avait marqué cliquez au bouton, tout autour il y avait marqué ça, donc moi je suis allé à la suite. Puis du moment où tu as marqué cliquez, le truc à côté c'est cliquez ici pour vous abonner à la chaîne, c'est terminé. Tu commences à rentrer dans une boucle alors qu'en fait à aucun moment c'est la vérité. C'est ça les LLM, c'est ça qui se passe. Vous pouvez vérifier, vous allez commencer à émettre des JSON par exemple pour les développeurs ici. Vous commencez à mettre des JSON, vous allez voir, il va commencer à vous générer des accolades partout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus. Si tu vas dans un point où il y a une accolade, qu'est-ce que c'est la suite en général? C'est une accolade, tant qu'à faire. Puis s'il y a deux accolades, autant en mettre une troisième. Je veux dire, tant qu'on est rendu là. Et c'est comme ça que fonctionne un LLM. C'est un peu bête. Donc je donne un exemple que nous on a par exemple sur la reconnaissance vocale. I'm sure 99.99999%. Combien de fois vous l'avez dit? Je suis sûr à 99,999%. Qu'est-ce qu'il dit lui? Après un 9, la proba qu'il y a un 9, c'est que c'est un 9. Il y a un 9 avant. C'est génial. Parce que du coup, s'il y a un 9, ça veut dire que c'est 99,99. Le prochain, c'est quoi? Tant qu'à faire, c'est un 9. Hein. Il y a un 9. Et puis il continue comme ça, et puis il tourne, et à la fin, il te fait 99,999, alors que tu les as jamais dit. Oui? Et ça, c'est un modèle interne, mais il y a quand même l'observation. De l'observation. Là, on est comme pour un LLM. Pour un LLM, je comprends qu'il puisse tourner pour essayer de répondre, mais là, vous traitez quand même de l'audio, et donc du coup, il y a un contexte. Donc il y a quand même un moment normalement où il est censé pouvoir se raccrocher. Si par exemple la personne ne parle plus, le fait de continuer à dire 9 alors que c'est du silence, c'est pareil quand même. Non, c'est très bien. Continuez les bonnes questions comme ça. Il y a deux choses qui sont intéressantes dans la question que vous avez posée. La première, je vous ai dit il y a un contexte audio. Vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment un contexte audio? À quel moment l'audio il est là? À quel moment? Si vous ne prenez pas d'audio en entrée, j'ai rien compris. Mais Il y a un audio qui est en entrée. Mais une fois que je suis dans ma boucle là, oui, j'ai des petites images d'audio. Mais à quel moment je me réaligne sur l'acoustique? Je ne me réaligne pas sur l'acoustique. Il n'y a aucun moment donné où je regarde l'acoustique comme vous dans votre cerveau. Je vais le faire autrement. Quand j'ai dit 99,999, est-ce que vous avez compté le nombre de 9? Vous n'avez pas compté le nombre de 9. En fait, dans votre tête, vous avez imaginé le nombre de 9. Mais à un moment donné, ce que vous avez fait dans votre oreille, vous avez fait un rapprochement acoustique entre le son qui sort et ce que vous imaginez dans votre tête. Là, on est rendu dans l'imagination du LLM, mais il n'y a pas de rapprochement acoustique pur avec les phonèmes qui sont émis. À aucun moment, on regarde ce qui sort, on ne regarde pas la bande son. Vous, ce que vous faites dans votre cerveau, vous écoutez et le son et vous complétez avec ce qui se passe dans votre tête. C'est clair ou pas? Si je mange un mot, vous allez le compléter. Et vous allez regarder s'il y a une émission sonore. Là, il ne regarde pas s'il y a des émissions sonores. Il va regarder juste des petites fenêtres de 20 millisecondes. Et et c'est tout à fait vrai, on va regarder quelque chose sur le bruit, juste après. Pourquoi on va y aller. Donc, pourquoi ça hallucine? Parce que c'est tout à fait vrai. Théoriquement, il ne devrait pas. On est parti? Donc on va parler d'une chose qui est intéressante, ça rejoint VO et Sora. Pourquoi VO est meilleur? My bet, enfin mon pari, c'est que Google, ils ont enfin utilisé les vidéos YouTube et ils ont une masse de données chez YouTube. Sachant que, on le sait tous, OpenAI a pompé YouTube. Si vous vous souvenez de la CTO qui fait... Vous vous souvenez de ce mème-là où la CTO fait comme ça? Est-ce que vous avez pompé YouTube? Bon, on sait qu'ils ont pompé YouTube, mais ils n'ont pas autant de données que Google. Google a plus de données. Donc c'est possible que Google finisse avec des meilleures compréhensions physiques parce que juste ils ont plus de données. Et le nombre de données qui sont générées chaque jour par les YouTubeurs, les machins, les choses comme ça, c'est monumental. Bref, OpenAI a pompé YouTube. Et Whisper, pourquoi est-ce qu'il est né comme ça? Ils avaient besoin d'entraîner un LLM. Le problème, c'est que le domaine d'Internet, il est assez limité. De un, c'est majoritairement de l'anglais.
On connaît le domaine de l'Internet, il n'est pas si grand que ça, le texte n'est pas si grand, et pour ces systèmes-là, on a besoin de beaucoup de données. Alors, pas les systèmes Whisper, je parle des systèmes de LLM. Donc quelle est la manière d'avoir encore plus de données que sur Internet pour avoir un avantage concurrentiel? Non, bah non, les livres c'est limité. On met combien de temps à écrire Bilbo le Hobbit? On met quoi? On met 3 ans. Oui, mais ça suppose que... Alors, on va en reparler après. Tu as un biais quand tu génères des données d'entraînement, donc tu vas te renforcer dans ton biais. Toutes les erreurs que tu vas faire, on va en reparler après. C'est très intéressant, mais non, pas encore. Comment? C'est le vocabulaire hyper limité, quoi. Tout ce qui est les chats, Facebook, enfin, tous les échanges. Potentiellement. Intéressant. Vas-y. Exactement. Et quand je parle à ChatGPT, qu'est-ce que je fais? Moi, je suis un idiot et je suis en train d'interroger un expert. C'est quoi un podcast? C'est quoi un podcast? C'est un idiot qui interroge un expert. Je suis désolé de le dire. Mathieu Stéphanie, qui n'y connaît rien à la chirurgie, qui va interviewer le meilleur chirurgien de la main en France. C'est un idiot qui parle à un expert. Et tu vas générer 2 heures, et 1 heure, c'est 25 000 tokens. C'est-à-dire qu'en 2 heures de podcast, j'ai généré 50 000 tokens. 5 heures de podcast, c'est équivalent à Bilbo le Hobbit. Vous vous rendez compte? Le nombre d'heures de podcast, le nombre d'heures de vidéos que font les créateurs de contenu, la dose d'informations contenues dans la vidéo, dans les podcasts, dans la voix, elle est monstrueuse. Donc ça, ce qui s'est passé, c'est qu'OpenAI, il a compris très très tôt. Et ils ont dit, il n'y a pas assez de données sur Internet, donc on va pomper l'audio et on va en faire des données d'entraînement pour nos LLM. Du coup, ils ont dit, mais on n'a pas de système de reconnaissance vocale à un prix approprié. Donc on va reprendre la même architecture que les LLM, on va faire Whisper, on va pomper YouTube, qui va alimenter le LLM. Et c'est pour ça que c'est GPT-2 qui est utilisé. Parce qu'ils avaient déjà fait un GPT-2, ils avaient compris qu'il manquait de données pour faire quelque chose de plus puissant, ils ont réexploité ces technos-là, ils ont pompé l'audio pour pouvoir entraîner le GPT-3. Et vous allez voir, c'est assez marrant. Pourquoi on sait qu'ils ont pompé? Parce que quand on regarde ce que génèrent les hallucinations, on voit des crochets, par exemple. Tu vas avoir de la musique et le truc il va générer une musique dramatique. Et il va te faire du bruit, il y a du bruit, tu vas avec cliquetis à la fin, comme ça. Quelqu'un qui fait un meeting, il va faire comme ça. C'est du son, c'est pas des mots. Mais lui, ce qu'il voit, la chose qui ressemble le plus, c'est de la musique. Et qu'est-ce qui ressemble plus sur la musique? Il se dit, le carton qui rentre dans la pièce, ces petits bruits-là, ça c'est des mots, ça c'est des mots, ça c'est des mots. Les petits bruits un peu bizarres, c'est là. Voilà, tu viens de rentrer dans le petit bout de la pièce qui est la musique. Ah ok, la correspondance c'était quoi? Vidéo sous-titrée par Radio-Canada. Très bien. Subtitle made by amaro.org. Oh, merci d'avoir regardé la vidéo. Pourquoi? Parce que quand vous regardez un sous-titre, qu'est-ce qui se passe? À la fin de Star Wars, parce que vous n'avez jamais téléchargé Star Wars, vous n'avez jamais téléchargé les sous-titres illégalement. Tu as la musique de générique de fin, et à la fin, ça met sous-titres faits par... et le nom de la communauté. Vrai ou pas? Qu'est-ce qui se passe à la fin d'une vidéo YouTube? Merci d'avoir regardé les amis, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche et abonnez-vous. Puis tu as la musique de générique de fin, et c'était les derniers mots, ça reste imprimé à l'écran. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé les sous-titres, timestamp de début, timestamp de fin, sauf qu'à partir de la fin de la personne à la prononcer, ça reste affiché pendant 2-3 secondes. C'était les derniers mots de la vidéo, sauf qu'il y a la musique qui a enchaîné. Du coup, il a appris que la moitié de la phrase, merci d'avoir regardé la vidéo, ça se situe au niveau de la musique. Et là, il commence à partir en cacahuète. Dès qu'il y a du bruit, dès qu'il y a de la musique, allez, c'est parti, c'est la fête. Il va mettre tout ce qu'il y a autour. Allez, merci, bienvenue les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube, etc. Donc les vidéos YouTube, les films, etc., il y a du spoken language, il y a de la description de contexte, parfois tu as des non-spoken text. C'est assez drôle. Tu sais, quand quelqu'un il sort du... toi, tu fais de la vidéo, donc quelqu'un qui sort de la caméra, tu vas remarquer, le mec qui parle au bout de la table, Gérard, 2 points. Vraiment, ton saucisson, il est bon. Géraldine, et t'as raison. Gérard, on l'a jamais vu, mais tu vas avoir marqué Gérard 2 points. Donc dans le sous-titre, il a vu Gérard 2 points. Donc lui, il va dire, le son, c'est Gérard 2 points. Il n'y a jamais eu de Gérard qui a été prononcé. Donc quand tu parlais, il y a quand même des blancs. Oui, c'est vrai, t'as raison. Mais les blancs qu'il a entendus, il les a associés à des choses. Il dit, un blanc, c'est où? Ah, c'est là. C'est Gérard, c'est Géraldine, c'est Jean-Pierre, etc. Donc il est vraiment parti en cacahuète. Je ne parle même pas des effets sonores, des musiques de background, etc. Donc les données d'entraînement, elles étaient complètement biaisées. C'est parti complètement en cacahuète. Vous allez voir, ça, c'était que le début. Donc moi, j'adore cette série, Say My Name. Voilà, c'est ce que je disais, Gustave H, Blessing You Both. Il a appris que le son qui sortait sur cette vidéo, c'était ça, alors que ce n'est jamais apparu.
Donc ils commencent à halluciner, ils commencent à apprendre à halluciner. Et dans leur papier de recherche, ils ont bien dit, le dataset, il included the name of the person who is speaking. Et donc en fait, ils ont fine-tuné, ils s'en sont rendus compte, ils ont fine-tuné. Mais ils n'ont pas enlevé le reste. Hein. Tout ce qui était YouTube, ils n'ont pas nettoyé. Tout ce qui était sous-titre de Radio-Canada, ils n'ont pas nettoyé. Donc il reste énormément de problèmes. Et ça, c'était dans leur papier original de Whisper. Je continue. Donc les hallucinations, j'en ai parlé. Du coup, tu as compris pourquoi quand il y a des blancs, ils commencent à partir en cacahuète. Les 99,9999, c'est la même chose. Il y a un autre phénomène qui est assez marrant. Tu n'as pas le droit de faire de pause. Sinon, c'est fini. Une fois que tu parles plus, tu parles plus. On est parti? Donc on va dire I am sure. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit I. Prochain mot am. I am. Pause. Nul. Donc nul. Hein, j'ai mis nul. Il y a une pause nulle. On continue. J'ai fait une longue pause, donc nul. Hein. Vous vous souvenez, hein, c'est 20 millisecondes. Donc nul, 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 nul. Je le fais 10 fois, j'arrive à 200 millisecondes. Je le fais 20 fois, j'arrive à 400 millisecondes. Je le fais 30 fois, j'arrive à quasiment 500 millisecondes. Bon, lui, qu'est-ce qu'il a appris? Il a fait, une fois que ça fait 10 fois que je suis là et qu'il ne se passe plus rien, qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est fini, hein. Au revoir. Et il émet ce qu'on appelle un token end of transcript. Donc s'il voit trop de blanc, et puis que ça fait 4 fois qu'il se retourne et puis qu'il n'y a plus rien à faire, il dit c'est terminé. Sauf que toi, une fois que tu sors de la salle, tu n'as plus le droit de re-rentrer. C'est end of transcript. Vous avez peut-être déjà vu ça sur les LLM avec ChatGPT. Les end of sequence, vous avez vu les stop words ou les choses comme ça vous parle ou pas? C'est exactement ça. Ça veut dire à partir du moment où tu arrives là, et tu désignes un point, c'est terminé, tu sors de la salle, je vais sortir de cette boucle infernale. Vous vous souvenez de la boucle infernale? On va en sortir. Donc il émet cet end of transcript, c'est terminé. Du coup, tu perds la moitié de la phrase. Et là, il fait un break, ça s'appelle break en informatique, et du coup, il a perdu la moitié de la phrase. Donc ça, c'est un autre problème que tu vas avoir. Alors qu'avec les modèles acoustiques du début, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait bien un son, et comme il y a eu un son, on a vu des phonèmes, on a vu un dictionnaire, on a vu de la grammaire, donc il ne l'aurait pas loupé. Et donc on en revient à la bonne question de tout à l'heure qui était sur les combinaisons de plusieurs modèles. Si tu prends que Whisper, tu es très créatif, tu as de la super bonne qualité, mais tu as d'autres problèmes et que tu n'es pas aligné avec la réalité. Si tu prends les systèmes acoustiques qui sont alignés avec la réalité, tu as la réalité, c'est chouette, mais tu n'as pas la prise en compte du contexte. Donc tout le sujet en machine learning et en IA, c'est de combiner plusieurs modèles pour avoir le plus de précision possible. Si déjà vous avez compris ça, c'est vraiment canon. Est-ce qu'on est prêt pour aller sur Whisper V3 ou pas? Parce que là, je vais vous commencer à vous expliquer ce qui est en train de se passer sur Internet et ce qu'on va subir dans les 10 prochaines années. Donc je vais vous parler de Whisper V3, qui est la reconnaissance vocale, mais vous allez voir ce qui se passe avec les LLM, avec le marketing automation, avec GenAI Content for Marketing, etc. C'est ce qui est en train de se passer. J'ai eu un premier modèle qui avait ces problèmes. On avait des données de la vie réelle qui étaient mal labellisées, c'est normal, on est des humains, ok? On a entraîné un modèle qui a reflété les problèmes, mais comme il l'a fait, des problèmes humains, mais comme il l'a fait à très grande échelle, les biais qu'il a introduits sont devenus de plus en plus gros. On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord avec ce premier constat? C'est ce que j'ai démontré. Et là, la question là-bas, c'était quoi? C'était, est-ce que l'IA peut générer, quelqu'un qui dit on génère son propre contenu? Voilà. Qu'est-ce que tu fais quand tu génères ton propre contenu? Déjà que tu t'es trompé. Désolé, hein, c'est un peu les groupes Facebook de complotistes. C'est qu'à partir du moment où tu rentres dans le groupe et que tu es persuadé d'un truc, tout le monde autour va dire mais t'as raison, continue, t'as raison. Et il va faire exactement ça. Il va avoir un biais et il va réapprendre sur ses propres biais. Il va dire oui, t'as raison, oui, tout à fait, t'as raison, oui. Et il va partir en cacahuète. Par exemple, les biais d'entrée, ça va être l'homme et la femme. Les femmes sont moins bien reconnues à 20% que les hommes sur la reconnaissance vocale. 20%. Pourquoi? Il n'y a pas assez de femmes dans les datasets d'entrée. Les enfants, ils ne sont pas reconnus. Pourquoi? La réglementation. Donc on n'a pas le droit d'entraîner sur des enfants. Donc les enfants, on est à peu près à 40% de précision. Ça veut dire qu'un mot sur deux, on se plante avec les enfants. C'est normal, la représentation du spectre, elle n'est pas du tout la même pour un homme, pour une femme que pour un enfant. L'image, si j'ai jamais vu de violon, peut-être que je vais comprendre que c'est un instrument à cordes, mais j'ai probablement me planté une fois sur deux. Et puis, les développeurs aussi, eux, ils vont tester le truc, mais ils ont un super micro de gaming au fond de la cave, sans bruit autour, ils sont américains avec un super accent, ils vont dire le modèle il marche bien, on a bien testé, c'est cool. On va continuer. La mesure, quand vous faites du machine learning, qu'est-ce que vous faites? Vous optimisez sur une mesure.
On vous donne un objectif et on te dit tu n'as qu'une chose à faire, c'est optimiser ce truc-là. D'accord? La métrique qu'on utilise en reconnaissance vocale s'appelle le word error rate. Elle est catastrophique. Parce qu'on va enlever les ponctuations, on va enlever tous les points, toutes les virgules, et puis on ne va pas faire de différence entre les mots. Sauf que quand moi je dis hey, OK, OK ou OKAY, je fais une erreur. La ground truth, la vérité, c'était OK. J'écris OKAY, on va me dire attention, tu t'es trompé. On s'en fout, on est d'accord. Si maintenant c'était Jean-Pierre et j'ai détecté Jean-Paul, on va dire attention, tu as fait une erreur. Est-ce que l'erreur de OK, elle vaut pareil que l'erreur du Jean-Paul? On est d'accord, ça ne vaut pas la même chose. Parce que dans la vraie vie, vous faites la différence. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on regarde le word error rate et on se dit tous les mots se valent, c'est pas vrai. Et puis on ne regarde pas le contexte complet, on regarde ça phrase par phrase. Alors qu'en réalité, on devrait regarder un contexte complet. Donc, et en plus, les données d'entraînement et les données d'évaluation sont des données clean, c'est des données cliniques. Tout est propre, il n'y a pas de sous-bruit, il n'y a que des hommes dedans, c'est que des Américains qui parlent, il n'y a pas d'accent, tout est parfait, le monde est parfait. Mais la vérité, c'est que le système, il commence à optimiser sur ça, et puis quand tu arrives avec ton accent « Hello, how are you, I'm French » et tout, bah ouais, bah là c'est mort. Donc on continue. Je continue comme ça. Donc tu peux avoir un word error rate parfait, tu peux avoir optimisé ta métrique parfaitement, mais derrière, qu'est-ce qu'il y a? Bah, il n'y a pas de ponctuation, donc en fait c'est inutilisable. Tu vas avoir des problèmes de casing, comment on appelle ça? Uppercase, lowercase, comment est-ce qu'on appelle ça? Majuscule, minuscule, de capitalisation, voilà. Et puis tu peux avoir des hallucinations aussi. Donc ça nous est arrivé, on ne comprenait pas pourquoi notre word error rate il saturait. On était à 1,5%, on dit c'est pas possible, enfin, on ne comprend pas. Je commence à plotter les erreurs. How are you today? Le ground truth c'était to, T-O, espace day. Bah, moi je mettais today, T-O-D-A-Y. Moi j'avais raison, mais j'avais 3 pénalités. J'avais pas détecté to, j'avais pas détecté day, et en plus j'avais fait une insertion qui était today qui n'était pas là à l'origine. Et les données d'entraînement, elles sont pleines de biais. Une fois que tu as corrigé ça, d'un coup tu descends à 0,5. Mais tous les systèmes, ils ont appris à faire ça, donc on a vraiment des gros problèmes. Mais ça va encore, parce qu'il y avait Whisper 3 qui est arrivé, et c'est ce qui arrive sur les LLM en ce moment. Le problème que je vous dis, et c'est les 10 ans qui nous attendent, ça va être la cata. Le modèle original, il a été entraîné par des données de la vraie vie, pseudo bien labellisées, parce que les gens, ils aiment bien, je sais pas, Plus belle la vie par exemple, et ils ont pris le temps de bien faire les annotations sur Plus belle la vie, et donc on a les sous-titres. Voilà. Whisper, il est arrivé, il dit il me manque de données, parce que plus je mets de données dans un LLM, plus il est performant, donc plus je mets de données dans un système de reconnaissance vocale qui ressemble à un LLM, plus il va être performant. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a déjà bouffé toutes les données qui étaient annotées. On a scrappé tout YouTube, tous les sous-titres de YouTube, etc. Donc, on est arrivé à la limite. Qu'est-ce qu'on fait? On prend le modèle qu'on avait, on va lui donner des vidéos qui n'ont aucun sous-titre, on les passe dans le premier modèle, ça génère de la donnée, et puis on va réentraîner sur cette donnée qui sort du premier modèle. Okay, et ça a été démontré que plus tu mets de données pour un même taille de chambre, de taille de pièce, de taille de modèle, plus tu mets de données, plus le modèle va être robuste. Le problème, c'est que les mistakes, les problèmes que tu avais dans le premier modèle, tu vas juste faire que les amplifier. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est d'accord avec lui-même. Il est dans un groupe Facebook de complotistes. Il est OK avec lui-même, il n'y a pas de problème. Du coup, il amplifie ces erreurs-là et ça devient la catastrophe. Mais, comme tu évalues sur le word error rate et que le word error rate, tu as optimisé là-dessus, officiellement, tous les chiffres sont au vert. Et tous les biais sont passés à la trappe. Parce que le premier modèle, s'il avait un bon word error rate, et qu'il a quand même des biais, c'est que la méthode d'évaluation, elle n'est pas en train de capturer les biais. Et si je mets plus de données, je renforce le biais tout en étant tout vert sur la métrique d'optimisation. Est-ce qu'on est clair là-dessus? Ça, je vous le dis, c'est Internet en ce moment. On génère du contenu, on ne sait plus faire la différence entre du contenu généré par des LLM ou par des humains, et ça va renforcer les LLM, parce qu'on va rescraper Internet, et on va se retrouver dans des boucles de biais politiques, de biais genrés, de biais on ne va pas rentrer dans le truc, mais parfois d'influence politique, pour faire simple. Parfois, on peut influencer de la politique. Twitter est un bon exemple de astroturfing, ce qu'on appelle de l'astroturfing. Donc on a fait des amplifications, on a fait des effets en chaîne. Donc c'est quoi? C'est la catastrophe. On n'a plus de ponctuation, on n'a plus d'hallucination, on a une perte de qualité. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà.
Bon, les LLM, c'est la même chose, c'est ce qui va se passer. Je vous le prédis, et c'est ce qui est en train de se passer pour la plupart du temps. Et donc là, je vous l'ai montré avec la reconnaissance vocale, mais vous pouvez l'appliquer au LLM. Voilà, je m'arrête là. Oui, tu as une question? J'avais une question. Oui. Et, le gars qui... Le gars? Je viens de prendre le micro. La personne qui a... Oui, la personne qui a un dataset, enfin qui a une snapshot de Internet pré-LLM, entre guillemets, ça vaut de l'argent, ça, non? Non, pas du tout, parce que c'est open source. Là, tu vas sur... comment il s'appelle? Web, ouais, il y a Web Archive, mais il y a un truc, il y a un projet qui a déjà ça. Non, ça vaut rien. La Wayback Machine, c'est ça? Non, Wayback Machine, c'est le système qui a tout Internet, mais tu as déjà des datasets d'Internet avant les LLM. Ma question était plus fondamentalement, Ouais. Les gars, ils vont du coup être obligés de venir à cette date-là pour se dire, ok, là, on n'a rien de truqué comme data, et on ne va pas se rentraîner sur ce qui va sortir derrière, quoi. Est-ce que tu peux faire ça? Parce qu'après, il va te dire, il va te bloquer avant les élections de Trump. Il va être bloqué dans le passé. Donc quand tu poseras des questions au LLM, il sera bloqué dans le passé. Donc tu ne peux pas vraiment faire ça. Okay. Donc après, ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des détecteurs. Parce que ce qui s'est passé, c'est que les systèmes dont je vous ai parlé, ils ont des signatures mathématiques. Ils ont une distribution mathématique qui est connue. Vous vous souvenez, là, je vous ai dit, il y a une probabilité que ce soit un 9 après, que ce soit un 9, que ce soit un 9. Ça, c'est des distributions mathématiques. Donc on peut connaître les distributions mathématiques des modèles, comment ils réagissent, et donc on peut avoir des signatures. Comme tu as une signature vocale, chaque modèle a une signature qui lui est propre. Donc ça, c'est quasi impossible de la cacher. Donc ce qui est possible, c'est que Google, et je ne sais pas pourquoi Google ne le fait pas aujourd'hui, il pénalise le contenu en SEO, donc en Search Engine Optimization. Donc tout le contenu qui est référencé sur Internet, il pourrait le pénaliser en détectant que c'est du chat GPT derrière. Et c'est tout à fait possible de faire ça. Donc ils incluent ça dans PageRank, par exemple. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils le fassent. Mais je pense que du jour au lendemain, ils pourraient le faire. Et s'ils le font, je pense qu'il va y avoir des petites surprises. Mais aujourd'hui, j'ai pas l'impression qu'ils le fassent. Make sense ou pas ce que je dis? T'imagines le pouvoir qu'ils ont? Ils ont leur LLM et leur LLM, il serait pas tapé par PageRank, mais OpenAI, Claude et compagnie, ils pourraient les sauter. Donc tu es sûr d'avoir Gemini partout sur le marketing, quoi. Moi, je pensais surtout que le problème de Google, c'était surtout de déployer ses produits, parce qu'ils avaient déjà plein de choses en interne. Donc c'est l'histoire de PageRank, quoi. Non, mais ils ont trop de problèmes Google sur le produit. Et ça a beaucoup changé, en fait. Ils ont viré beaucoup de monde il y a à peu près 2 ans. En fait, ils se sont fait défoncer par... c'est un peu triste l'histoire de Google. C'est eux qui ont inventé les Transformers. Google Duplex, c'était impressionnant à l'époque quand ils sortent Google Duplex et qu'ils le sortent pas pour les gens. Tu peux aller voir, il y a un Twitter qui s'appelle Killed by Google. Et en fait, tous les mois, tous les jours, tu vois des trucs les produits sont tués par Google. Ils ont un gros problème de produits Google. Je sais pas t'expliquer pourquoi, mais c'est frustrant. Hein. Les mecs, ils ont inventé les Transformers, ils se sont fait prendre par Hugging Face, ils se sont fait prendre la vedette par Hugging Face, et finalement ceux qui font le plus de pognon, c'est OpenAI. J'ose même pas imaginer dans quel état d'esprit sont les gars chez DeepBrain, chez DeepMind, qui ont fait ce papier-là et qui n'ont aucune reconnaissance, et que tout le monde est vers Sam Altman en disant c'est un génie alors que le mec n'a rien fait du tout. À part la commercialisation, oui. Je ne vais pas coloniser la parole, mais après, c'était peut-être un problème entre Sergey Brin, Larry Page, Eric Schmidt, le CEO, le Je sais pas. Je pense que Google a des problèmes fondamentaux sur le produit, ça c'est sûr.